bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce 11e séminaire ouvert de RGCS. Donc, le cycle de séminaires qui a été lancé au mois de mars, au tout début, ce qu'était le confinement. L'idée étant de poursuivre nos échanges ouverts sous une autre forme. Donc, on est très heureux de cette nouvelle séance thématique des sciences ouvertes à l'université ouverte, donc qui sera l'occasion d'une conférence d'ouverture qui va être assurée par le professeur Joël Zask, que je vais laisser se présenter. Et après cette séance d'ouverture et un certain nombre de questions-réponses, nous détaillerons également deux projets. Un premier projet qui sera présenté par Célia Gouson-Daniel de COSTEC sur une autre conception des sciences ouvertes dans l'enseignement supérieur et un certain nombre de projets d'expérimentation auxquels elle a été associée. Et puis une autre expérimentation liée au réseau RGCS, OUI, sur laquelle on reviendra d'un point de vue plus philosophique, à la fois à partir de la théorie de la dérive de Debord et à partir du pragmatisme américain. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir le professeur Joël Zask, qui va donc nous parler de son ouvrage Outdoor Art, un sujet qu'on a eu déjà l'occasion d'évoquer dans le cadre de nos échanges, notamment sous l'angle du street art et la problématique du lien entre l'art et l'espace public. Donc écoutez, je vais vous laisser vous présenter et on a hâte de vous entendre sur l'ouvrage. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis d'autant plus contente que Outdoor Art, et le sous-titre étant La sculpture et ses lieux, est un livre déjà ancien, mais qui n'a pas rencontré le public que j'espérais, hormis dans le domaine artistique d'ailleurs, il faut le dire. En tout cas, en politique et en sociologie politique, il a eu relativement peu d'impact. Les spécialistes de ces domaines étant sans doute un peu déboussolés par le biais que j'avais choisi. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est un livre, moi, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire et qui, disons, qui s'inscrivait dans un cycle assez long et d'ailleurs toujours inachevé d'un travail ou d'un travail à plusieurs volets sur le dehors, en fait. Et je me suis demandé à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dehors, qu'est-ce qui se passe dedans? Et sans entrer dans les détails, je voudrais simplement dire qu'effectivement, qu'on considère l'éducation, qu'on considère les mouvements politiques, que l'on considère l'art, que l'on considère les activités culinaires, par exemple, eh bien, dehors, il se passe des choses très, très spécifiques qui ne pourraient pas se passer dedans et réciproquement. Alors, ce qui m'avait intéressé dans le mot outdoor, et je le précise aussi, je l'ai gardé en anglais, ce n'était pas vraiment par coquetterie, mais c'était parce qu'il y a le mot porte et que ce qui est important, c'est aussi le passage, en quelque sorte, par la porte, les effets de seuil, disons les allers-retours qui sont possibles. Ce que j'ai d'ailleurs bien expliqué ou revu, en quelque sorte, dans mon dernier livre qui s'appelle Zoocities et qui est paru il y a un mois, le sous-titre étant Des animaux sauvages dans la ville, et qui est un livre justement qui revisite la question de la coexistence avec les animaux en ville à travers des notions de niche et de corridor qui se trouvent être des notions très écologiques, mais qui rendent compte aussi je dirais d'une valeur logée au plus profond de la philosophie pragmatiste, qui est celle de l'équilibrage, l'ajustement mutuel, la complémentarité entre la dimension individuelle, qui a besoin d'une niche, qui a besoin d'une maison, qui a besoin d'un intérieur, et la dimension sociale ou collective, qui, quant à elle, constitue plutôt le dehors de la vie humaine et d'ailleurs de toute vie, que ce soit d'ailleurs, je dirais, une synapse ou un comportement individuel humain. Donc voilà pour dire les choses. Donc ce qui m'a semblé aussi assez frappant, c'était la confusion entre public et dehors. Alors bon, je passe sur le dehors parce que j'ai développé un certain nombre de volets concernant cette étude, et notamment l'éducation dehors, outdoor education, qui est quelque chose qui est très bien représenté dans les pays anglo-saxons et totalement absent de la tradition française. Et c'est intéressant d'ailleurs de se demander pourquoi cette outdoor education est tellement absente de nos habitudes scolaires.
qu'est-ce qui, dans le dehors, finalement, perturberait un projet éducatif national, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Et donc, il y a comme disons, une collusion qui est presque automatiquement faite entre l'art dehors et l'art public. Alors qu'il est évident qu'il y a de l'art dehors qui est privé et qu'il y a de l'art dedans qui est public. Et donc, cette corrélation, si vous voulez, cette superposition obéit à un préjugé. Et ce préjugé, c'est justement, on peut lui donner un nom, c'est le préjugé de l'espace public. Alors, je dirais l'espace public est justement un espace anti-pragmatique, c'est un espace dont on ne peut pas faire l'expérience, pour dire les choses très, très brutalement. L'espace public est devenu je vais m'en expliquer rapidement. L'espace public est devenu un terme un peu à la mode il y a une vingtaine d'années, et notamment quand a été traduit ce texte si célèbre de Habermas, qui s'appelle justement, qui a été traduit l'espace public, alors qu'en allemand, le titre est tout autre. En allemand, il s'agit d'une sphère publique et de l'archéologie, de la publicité dans la sphère publique bourgeoise. Donc, c'est vraiment une option assez différente, même si Habermas ne serait pas complètement hostile à l'idée d'espace public. Mais en tout cas, l'espace public n'est pas une notion qui se trouve directement dans son livre, qui est sa thèse de 1970, si mes souvenirs sont bons. C'est aussi un terme qui a beaucoup été utilisé par Hannah Arendt ou par ceux qui l'ont traduit, en fait, et qui visait un peu, je dirais, à sanctifier le lieu spécifique de la politique. Et c'est-à-dire à créer, enfin, disons, à penser la politique comme disons, une forme de territoire partageable qui permettait à chacun, alors Rancière a beaucoup évidemment glosé sur ce genre de problématiques, qui aurait permis à chacun, en quelque sorte, de prendre une place tout en voyant tous les autres dans une relation d'équidistance, de symétrie, d'égalité et choses de ce genre. Alors, il y a une image de l'espace public que Arendt a forgé, qui a été énormément relayé, qui était l'espace de la table. Je pense que tout le monde l'a rencontré à un moment ou un autre. C'est-à-dire qu'on imagine que l'espace politique et l'espace, enfin, disons que déjà la corrélation espace politique et espace public est problématique, mais ça j'y reviendrai. En tout cas, l'espace politique pourrait être représenté sous la forme de l'image de gens assis autour d'une table. Elle vous explique que la table est à la fois ce qui relie et ce qui sépare. Et donc, ça paraît très heuristique comme formule, ça paraît, comment dire, très éclairant, mais en fait, c'est très problématique parce que justement, ce qui est intéressant, et je l'ai beaucoup étudié à travers les sculptures qui sont des lieux de loisirs ou qui sont des aires de jeu, mais on peut aussi l'expliquer à travers l'examen d'un certain nombre de places publiques, si tant est qu'elles obéissent à un autre dispositif que celui de la table autour de laquelle les gens se rassemblent. C'est que, je veux dire, si on veut prendre les choses très sérieusement et les considérer dans les détails, on va se rendre compte qu'en fait, un espace public, c'est un espace, disons, qui est enfin, véritablement public. C'est un espace qui est composé d'éléments dont des usages multiples sont possibles et qui peuvent être requalifiés en fonction de l'expérience que chacun va pouvoir en faire. Dans l'idéal, l'expérience de chacun pouvant être singulière. Or, la table est vraiment un dispositif assez autoritaire, en fait. À moins qu'on puisse monter sur la table, s'asseoir dessus, la découper en morceaux, la partager en tranches, et choses de ce genre, mais ce qui n'est pas du tout prévu par Hannah Arendt. Donc, moi, je dirais l'espace public au sens, peut-être l'espace public au sens vrai du terme, en tout cas au sens qui serait, pour dire bon, les choses avec un raccourci qui serait vraiment démocratique, parce qu'il y a là il faut le préciser, vous avez des espaces publics qui ne sont pas du tout démocratiques, évidemment. Vous avez un espace public fasciste, un espace public monarchique, un espace public impérial, etc. Donc l'espace public, pour être démocratique, ne doit pas du tout ressembler à une table autour de laquelle les gens s'assiedent de manière télécommandée en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, la table crée une équidistance et crée un dispositif finalement qui précède l'association déjà et qui la canalise, qui la met en forme par devers les participants, si vous voulez. Donc, ce n'est pas vraiment ça qu'on appelle la démocratie d'une certaine façon. Donc, je dirais que pour revenir à l'art dans l'espace public, justement, c'est un terme qu'on rencontrait beaucoup. Enfin, mon livre il date de 2013, donc bon, il a été fait dans les années 2010, donc il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Mais à l'époque, on parlait beaucoup d'art dans l'espace public, plus que d'art public d'ailleurs. Et c'était une manière d'inscrire justement l'art dans un espace dit démocratique, alors qu'en réalité, l'art dans l'espace public est un art en général qui
loin d'activer la participation des usagers ou de ceux que Richard Serra, par exemple, appelle des viewers ou des visiteurs, des promeneurs, etc., au contraire, s'offre comme un espace de spectacle. Alors, je voudrais insister un petit peu là-dessus, sur la dimension spectatoriale, et là, on pourrait peut-être passer les images que j'avais envoyées à François Xavier, notamment la première. Vous la voyez? Ah, Ah, voilà, c'est ça. Donc, en fait, ce que je voudrais bien, c'est donc là, ce qu'on voit, c'est la. Bon, en fait, on peut passer aussi celle de Venay, enfin les grands arcs de Venay à Versailles. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est typiquement un espace spectatoriel classique. Il y a beaucoup de choses à dire, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais aller vite. La première chose, c'est que vous voyez là, ici, on est à Versailles, et donc euh, le dispositif d'apparition du pouvoir politique, c'est un dispositif monarchique et même un dispositif qui est ancré dans la monarchie absolue de droit divin. Ce qui est assez frappant, c'est à quel point un artiste contemporain, en l'occurrence Bernard Venet, est peut-être victime, mais les autres l'ont été aussi, tous ceux qui sont intervenus, que ce soit Murakami ou Xavier Veillant, etc., ils ont tous fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont été vraiment comme acquis à un dispositif qui les précède et dont ils vont célébrer en quelque sorte les qualités historiques et les qualités perceptuelles immédiates. Là, en fait, on voit comment finalement l'installation de Venay magnifie un symbole qui pourtant en termes de participation du public, en termes de démocratie, en termes de partage, en termes de pluralisation de l'expérience, est évidemment totalement antithétique à tout ça. Et donc, on se demande finalement quelle est la validité dans la République française. Là, en l'occurrence, on devait être dans les années 2000. De 2012, il me semble, enfin je ne sais plus, quelle est la validité d'une telle proposition, si vous voulez. Il y a un vrai problème. Ce qui est frappant, c'est que ce problème, il n'est pas vraiment aperçu. Il n'est pas aperçu parce que il apparaît normal, traditionnel et en même temps naturel de situer les sculptures au centre d'un espace évidé pour cela. Je me souviens d'ailleurs d'une expérience qui était assez amusante, c'est que j'avais été, je ne citerai pas le nom parce que voilà, cette conférence est publique et je ne veux pas être nuisible, mais à quiconque. Mais donc c'était aussi à cette époque où je rédigeais mon livre, et puis j'avais été à une exposition où il y avait un caldaire qui était arrivé, qui devait être dehors. C'était un stabile de caldaire qui avait été déposé près du mur du musée, enfin du bâtiment plus exactement. Et j'avais félicité la commissaire en me disant, mais c'est bien, pour une fois, ce caldaire, il n'est pas en plein milieu de la place, voilà, il est rentré en relation avec le bâtiment, et je trouve ça chouette, etc. Et en fait, la personne en question m'avait à peine écoutée, m'avait dit, non, c'est une catastrophe, je voulais qu'il soit au milieu de la cour, et ce sont les livreurs en fait de la sculpture qui l'ont posé là, et maintenant on se retrouve avec ce caldaire qui n'est pas du tout à la place où il aurait dû être. Et en fait, ça c'est vraiment étonnant. Enfin, on en a des tas d'exemples en France. On a des caldaires qui sont même des guichets de caldaires qui sont justement des passages vers des bâtiments qui sont souvent des lieux de spectacle. On peut penser au Rockefeller Center, il y en a un qui est très connu, mais à New York. Mais non, en fait, ça paraissait presque un crime de lèse-majesté que de placer le caldaire près d'un mur au lieu de le mettre en plein milieu d'un espace évidé pour le recevoir. Donc, cette centralité de la sculpture, vous voyez, ça, c'est vraiment un dispositif qui est intéressant. D'ailleurs, je dirais, qui a traversé les siècles. Il y a eu des études pour montrer que finalement, entre le système monarchique de monstration du pouvoir, le système impérial ou le système fasciste, il n'y avait pas eu des grandes évolutions. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'en démocratie, on ne s'est pas non plus vraiment posé la question, et que on trouve finalement dans un pays qui est une démocratie libérale depuis fort longtemps, on trouve justement des habitudes qui n'ont pas été pour autant questionnées ou modifiées, bien que le régime politique aurait appelé à des systèmes d'exposition et d'exposition tout à fait différents. Et là, on peut revenir justement aux deux du buffet. Moi, je crois que c'est très, très impressionnant de les comparer tous les deux. On a sur une diapo la chaufferie avec cheminée, qui est
une partie de la Villa Falbala de Dubuffet, qui a été posée au milieu d'un vaste rond-point devant le McVal, qui est un centre d'art contemporain, et même the centre d'art contemporain que tout le monde connaît. Et là, en fait, il se trouve que cette chaufferie avec cheminée, vous le voyez peut-être, j'espère, parce que c'est vraiment une petite vignette, se trouve sur un lieu totalement inaccessible, alors que c'est une des sculptures destinées à ce qu'on entre dans le dessin, puisqu'elle fait partie du cycle de l'Ourloupe de Dubuffet. Bon, en plus, la monstration, enfin le système d'exposition est très problématique si l'on considère non seulement, disons, la forme et l'intention, enfin, si tant est que celle-ci ait une importance de la sculpture, mais également l'histoire de Dubuffet, l'histoire de son art, qui était tout sauf évidemment complice du pouvoir, central, édifiant, etc. Enfin, Dubuffet était totalement opposé à l'art officiel, et cette officialisation, en quelque sorte, de sa sculpture, placée au centre d'un rond-point inaccessible et qui sert en quelque sorte d'étendard ou de signal au centre d'art et plus généralement d'ailleurs à la République française. C'était une phrase que j'avais retrouvée au moment de l'inauguration de cette œuvre. Bon, sont des contresens absolus voilà, sur l'ensemble. Et donc, quand on compare, donc évidemment, enfin, je veux dire, au moment de l'installation de cette chaufferie avec cheminée, Dubuffet n'était pas là, il était mort depuis un certain temps. En revanche, il a contribué très étroitement à l'installation du groupe de 4 arbres qui est sur la diapo suivante. Ce groupe de 4 arbres, donc il a vraiment, voilà, le voici. Et ce groupe de 4 arbres, donc, qu'il a en fait, qui est à l'entrée du siège de la Chase Manhattan Bank à Wall Street. Et donc, là, on ne le voit pas bien. En fait, le bâtiment qui sert de siège à cette banque se trouve sur la gauche. Et bon, là, la diapo montre bien le groupe de 4 arbres, mais en fait, c'est vraiment, il y a une juxtaposition très forte et quelque chose de très, très disjonctif et en même temps de très harmonieux. C'est frappant parce que autant les arbres sont sinueux et donc dans cette blancheur très allégorique, autant le bâtiment, lui, il est vraiment géométrique, il est plutôt sombre. Et en fait, l'architecte, c'est Bancroft, et Dubuffet et Bancroft ont vraiment travaillé ensemble de manière justement à faire de cette sculpture un lieu. C'est-à-dire qu'en fait, cette sculpture, elle est en lien aussi avec Wall Street, elle signale, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très intéressant de voir comment elle entretient des quantités de connexions justement avec le lieu, mais aussi, du coup, elle sert de pivot à une expérience extrêmement diversifiée de la part des clients de la banque, de ceux qui marchent dans Wall Street et des visiteurs, des promeneurs, des riverains, des touristes, des explorateurs, des amateurs d'art contemporain, des admirateurs de Dubuffet, etc., etc. Donc, elle est vraiment multifonctionnelle, un peu comme un couteau suisse, mais avec beaucoup, beaucoup d'outils et de lames, et rien à voir justement avec, disons, la station obligée à laquelle invite la sculpture spectacle, la sculpture en tant qu'elle demande pour être appréciée, si tant est qu'on l'apprécie, elle demande que disons, le spectateur marque un point d'arrêt, se dissocie de son activité ou de toute autre activité, voire se dissocie de tous les autres, puisque dans l'idéal, finalement, quand vous avez une sculpture de rond-point, en quelque sorte, eh bien, les regardeurs font cercle autour de la sculpture. Et ça veut dire quelque chose de faire cercle. Faire cercle, c'est pas être ensemble d'une certaine façon. Au contraire, il y a dans le cercle quelque chose qui dissocie très profondément, puisque la sculpture s'interpose. Alors, c'est la sculpture, mais ça peut être évidemment la sculpture, la statue équestre de Louis XIV, comme dans les jardins du Pérou à, à Montpellier. Enfin, ça peut être, voilà, ça peut être aussi l'arbre de Noël ou Plug Anal de McCarthy, qui a prétendu remplacer la colonne Vendôme pendant un temps, ce qui a fait hurler les Parisiens. Enfin, même si les raisons qui ont été alléguées étaient assez différentes. Mais si vous voulez, là, en l'occurrence, à partir du moment où vous mettez quelque chose au centre, bien vous créez, disons, un dispositif qui isole les gens les uns des autres et qui, d'une certaine façon, hypostasie l'expérience esthétique
ou l'expérience du pouvoir d'ailleurs, si tant est qu'elle ait lieu. Alors ce que je voudrais dire, c'est que cette, contrairement à ce qu'on voit ici, et ce qu'on pourrait voir aussi, je finirai là-dessus, avec, chez des gens des sculpteurs qui ont vraiment réfléchi à cette question, comme Carl André, Richard Serra ou Tony Smith, etc. Ce qu'on voit là, c'est que justement, disons qu'il n'y a aucune expérience hiérarchisable ou préférable ou déterminée d'avance concernant le groupe de quatre arbres de Dubuffet. C'est vraiment comme le disait Richard Serra à propos de, je l'avais noté là, il le disait à propos de, bah, aussi bien d'ailleurs de Title Dark qui a été démonté à New York, il n'a pas trop plu, mais que cette œuvre intitulée Promenade et qu'on a vue au Grand Palais dans le cadre d'une monumenta. C'est à voilà, il dit marcher et regarder, simplement observer sont mes dispositifs formels les plus importants. Et il disait aussi, je l'avais noté en écoutant sa parole dans les écouteurs, l'histoire de ce qui se passe avec la sculpture n'est pas écrite à l'avance. C'est à chacun, c'est ça cette expression, je l'avais beaucoup appréciée, c'est à chacun de documenter son expérience pour soi-même. Donc il n'y a pas de point de vue privilégié, aucun point de vue n'est hiérarchisable. Et donc quand on lui demande mais quel est en quelque sorte le mode d'emploi, il dit il n'y en a pas, il n'y a pas de mode d'emploi. Alors que pour terminer, je dirais la sculpture la sculpture espace public, c'est une sculpture qui rejoue les codes disons, de l'ostentation politique. L'ostentation politique qui est destinée à des choses différentes suivant les régimes politiques, mais qui en démocratie, pour dire les choses très très rapidement, est vraiment destinée à faire prévaloir et même dominer entièrement, je dirais, un système représentatif. La représentation supposant évidemment un spectacle, supposant une mise en visibilité de l'action politique par rapport à laquelle les citoyens vont réagir après coup sans jamais rien faire par eux-mêmes. Et évidemment, disons, cette conception-là n'a rien à voir, si vous voulez, disons, avec la citoyenneté qui constitue l'autre partie de nos institutions démocratiques, normalement, cette citoyenneté qui consiste en la participation, en le fait d'agir de soi-même, de s'auto-gouverner, de prendre des initiatives, de conduire un cours d'action, si possible de A à Z, en tout cas de contribuer à une action commune, de manière à ce que sa personnalité à la fois profite des actions des autres et se construise par l'intermédiaire d'une transformation effective des conditions qui sont celles de sa propre vie ou qui sont celles des groupes auxquels nous nous trouvons liés. Donc, c'est vraiment la prédominance de la représentation sur la participation qui explique la constance avec laquelle reviennent ces dispositifs qu'on peut appeler très précisément espace public et qu'on peut opposer du coup à lieu public, en tout cas c'est la terminologie que j'avais choisie. Et pour terminer, justement, on peut... bon, je vais vous lire, enfin il y avait d'une part la diapo de Tony Smith, mais je n'ai pas le temps de la commenter, en tout cas vous pourrez la lire parce que c'est très beau, justement, comme définition du lieu public. Et puis sinon la sculpture lieu, voilà, je vais terminer là-dessus, c'est enfin, disons un concept qui a été forgé par Carl André et qui écrit ceci: une sculpture peut être conçue comme un lieu au sens où un temple japonais, un jardin de mousse, de sable, de pierre et d'eau personnifie la sculpture comme lieu, comme créatrice de lieu, comme mise en place. Et voilà, c'est ça. En fait, je trouve que c'est... Alors, évidemment, les sculptures-lieux sont des sculptures elles sont souvent composées d'éléments disjoints. Elles créent, par exemple, le toit de la Cité radieuse, pour ceux qui connaissent cet endroit, de Le Corbusier est une sculpture-lieu. Les aires de jeu de Isamu Noguchi, alors j'en analyse plein là-dedans, dans ce livre, Outdoor Art, voilà, qui était dans la première diapo. Et voilà, donc vous avez toutes sortes de sculptures-lieux qui sont vraiment des sculptures complètement différentes, qui sont des accélérateurs à la fois d'opinion et d'expérience, et qui ont cette capacité, cette vertu de pluraliser à l'extrême
l'expérience de chacun d'entre nous, tout en nous renvoyant, en quelque sorte, nous, en tant que regardeurs, à la responsabilité de créer une expérience de l'art. Voilà. Donc là, j'ai parlé 25 minutes et c'est, j'espère que vous m'avez bien entendu parce que j'ai une habitude un peu limitée de Zoom pour l'instant. Un très très grand merci pour cette présentation très claire et très audible. Ce que je propose à nos participants, c'est de soit poser des questions directement en connectant la caméra et en prenant la parole, soit de poser des questions à l'écrit sur le chat, voilà, qui nous est tous accessible en haut à droite. Je vois beaucoup de commentaires, donc je réponds à la question de Léo pour les questions. Voilà, soit vous posez les questions à l'écrit sur le chat et je vais les relayer, soit vous pouvez prendre directement la parole en activant votre caméra. Euh, Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il me serait possible de n'activer que mon micro? oui, bien sûr. Bienvenue Léo, Parfait. on vous écoute. Bien, merci et bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci pour votre présentation lumineuse, hein. Ça m'a permis d'explorer un certain nombre de sujets qui n'étaient pas les miens. Moi, je fais de la recherche en littérature et en philosophie. Et l'une des questions que je vous avais posées en fait, dans le chat pendant vos présentations, c'est, est-ce que vous avez travaillé sur Gaston Bachelard par rapport à cette position de la sculpture dans l'espace? Parce que moi, quand on parle d'espace, d'espace de façon poétique, forcément je pense à Gaston Bachelard et la poétique de l'espace. Et notamment sur le dernier point que vous avez mentionné sur la sculpture-lieu comme un jardin japonais ou comme la sculpture créatrice de lieux, je trouve que Gaston Bachelard a dit beaucoup de choses sur le sujet. Et donc ma question, ce serait de savoir si vous avez déjà travaillé avec Gaston Bachelard ou si vous auriez peut-être des idées de pistes de recherche par rapport à ce sujet-là. Voilà, merci. Oui, alors j'ai un peu travaillé sur Gaston Bachelard, mais surtout à propos de la question de la maison. Et je pense que sa notion de maison et d'habiter est par contre très antagoniste par rapport à l'idée d'un lieu en général. Mais par contre, oui, effectivement, il y a dans une poétisation de l'espace une pluralisation des manières de penser, de percevoir, d'habiter, de construire l'espace qui me semble être tout à fait congruente. Cela dit, voilà, je ne suis pas du tout une spécialiste de Bachelard. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est des choses très concrètes, en fait, et pas du tout poétisées. Je veux dire que c'est le cas d'ailleurs dans mon dernier livre aussi, en ce qui concerne les animaux dans la ville. Je m'interroge sur ce qu'il faut, comment organiser concrètement la ville, quel design, quel urbanisme, quelle architecture adopter pour permettre non pas la cohabitation avec les animaux, mais une coexistence. Et du coup, la sculpture m'avait intéressée parce qu'il s'agit non pas d'image ou de rêverie, mais il s'agit bien là en l'occurrence, de choses matérielles. Euh, voilà, donc pour répondre très rapidement. Mais cela dit, évidemment, il y a beaucoup de choses à prendre chez Bachelard, c'est tout à fait passionnant. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Est-ce que j'aurais moyen juste de réagir ou est-ce que vous préférez que je laisse la parole à d'autres personnes? Oui, oui, bien sûr, Léo, allez-y. Alors, si vous voulez, en fait, moi, sur cette question du très concret, moi, j'avais travaillé, en fait, avec Gaston Bachelard, notamment sur, Jérusalem, en fait, et l'organisation de l'espace là-bas qui, pour le coup, en fait, mettait l'accent sur l'organicité d'un lieu, la façon dont il évolue avec le temps, avec différentes couches historiques. Et donc, moi, je trouve que Bachelard, en fait, peut aussi être appliqué de façon très concrète à un lieu. Et alors certes, la poésie peut donner des airs de distance poétique par rapport à ce qui se passe dans ce lieu-là. Mais vraiment, cette idée de la sculpture comme art qui vient structurer un lieu, moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, que j'aimerais pouvoir réappliquer au contexte de Jérusalem. Donc, merci beaucoup pour les pistes de Ah recherche. oui, tout à fait. Oui, ce qu'on peut dire effectivement, très rapidement, c'est que les sculptures, lieux, sont des lieux de 1000 façons différentes. C'est-à-dire qu'elles, qualifient un espace comme lieu. On peut penser à la fontaine Tinguely, Nikit Saint-Phal, la fontaine Stravinsky, donc ils créent un lieu, mais elles sont un lieu également. Donc c'est voilà, il faut je veux dire, elles, donnent l'expérience d'un lieu aux visiteurs qui, d'une certaine façon, l'activent, ils prennent place, la documentent, l'étudient, s'y reposent, ils prennent leur sandwich, etc., etc. Donc, je crois que c'est vraiment aussi cet aspect très pluriel de la notion de lieu que j'ai rencontré chez les géographes d'ailleurs, tout autant que chez les sculpteurs, moi qui me semble très très intéressante et surtout quand on le met un peu en
en retrait ou en disjonction par rapport aux usages qu'on fait de la notion d'espace. Parfait, merci beaucoup. Si, avant une possible... Ah, je crois qu'il y a peut-être une autre question. Laissez-moi regarder. Oui, alors on a une autre question sur le chat que je vais lire directement. Comment passer d'une vision en termes de renvoi de l'œuvre à l'expérience de chacun dans sa singularité, à une vision triangulaire d'intervention active de l'œuvre dans une relation entre deux citoyens regardeurs, de susciter des interactions ou de les transformer? Il y a un mot que je n'ai pas compris. Je relis la question. Oui, enfin, juste que... Oui. Comment passer d'une vision en termes de renvoi de l'œuvre à Ah, de l'œuvre, l'expérience... d'accord, ok. De renvoi d'œuvre, ah oui. Donc à une relation triangulaire, c'est ça. Exactement, oui. Oui. Alors, ce qui est intéressant, moi, je l'ai beaucoup étudié avec les sculptures qui sont des aires de jeu, en fait. Et il y a pas mal d'artistes qui ont dessiné des aires de jeu. Elles n'ont pas toutes été construites. C'est le cas surtout de Noguchi, vraiment, qui pensait que le summum de la sculpture, c'était d'être une aire de jeu qui est achevée par le derrière des petits-enfants qui glissent dessus et qui jouent avec. Et je trouve ça très beau comme idée. Et en même temps, il y a quelque chose de très juste, y compris... parce que justement, les enfants qui, contrairement à lorsqu'ils sont emprisonnés en quelque sorte dans une cage à poules ou quand ils font la queue, enfin, ce n'est pas les enfants d'ailleurs, c'est les adultes pour monter dans un toboggan de Carlson Holler, font tous la même chose. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est comment ils peuvent se relier à, disons, une même chose, un même champ d'expérience, tout en développant en quelque sorte un comportement singulier. Maintenant, le développement de comportements singuliers vis-à-vis ou à partir d'un tremplin commun, c'est ce qui s'appelle la science aussi. C'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle l'appréciation de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que, en fait, ce qui fait sens dans la communauté, c'est pas qu'on ait tous la même opinion, tous la même conduite, tous le même comportement, mais qu'on ait chacun une opinion, une idée, une impression, une expérience différente qui convergent avec celle des autres. C'est vraiment le point de convergence qui est intéressant finalement. Mais alors évidemment, il y a des expériences aussi contradictoires ou conflictuelles, mais ça, on n'en parle pas. Mais en tout cas, une œuvre d'art est quelque chose qui invite à la pluralité. C'est ce que dit Kant, d'ailleurs. Je veux dire, l'œuvre d'art suppose, enfin, n'est telle que dans la mesure où elle suscite une pluralité immense d'opinions. On peut dire la même chose de la démocratie, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, dans l'idéal, dans un public, il y a autant d'opinions qu'il y a de gens. Mais évidemment, ces opinions, elles arrivent parfois à stratifier, à converger, à se combiner de manière à enrichir l'expérience commune. Alors, nous avons une autre question d'Alban. J'ai une question de compréhension. Est-ce que ce qui pose question selon vous, c'est la centralité de ces œuvres dans l'espace public ou la question de la représentation ou les deux? Vous semblez soulever les deux aspects en disant notamment qu'il y a aujourd'hui prédominance de la représentation sur la participation. Est-ce que les deux s'opposent? Alors non, oui, c'est vrai que mon exposé très succinct, vous pouvez donner cette impression, mais non, je ne pense pas qu'elle s'oppose. Mais je pense que la participation, au plan politique, que la participation est passée à la trappe de nos théories ou de nos pratiques de la démocratie. C'est-à-dire qu'on a un peu, disons que c'est peut-être de moins en moins le cas, justement, avec la pluralisation d'actions locales et de formes d'autogouvernement qui naissent un peu dans tous les coins. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on associait la politique, la vraie politique, la politique mâle et courageuse et virile, à la contestation, à la protestation, à la révolution, voire à la transgression. Et en tout cas au fait éventuellement de voter et soit de s'aligner, soit de critiquer, si vous voulez. Donc évidemment, ces activités, les activités de critique, les activités de transgression, les activités de manifestation ont une utilité, de même que les activités d'assentiment, de consentement, de vote, de contrat, de promesses mutuelles, etc. Mais c'est que la moitié de l'affaire. Et même d'ailleurs, c'est l'affaire qui est la moins importante. Elle est un peu le moyen de la fin. Si vous voulez. La fin, c'est que chacun se gouverne soi-même. C'est ça l'idéal démocratique. Je veux dire, initialement, alors on parle de démocratie, il faudrait peut-être utiliser un autre terme. Moi, j'utilise celui d'autogouvernement qui me semble être plus inclusif.
est moins problématique historiquement. Mais si vous voulez, quand on lit les fondateurs de la démocratie libérale, qui était à la fois un régime populaire et constitutionnel, c'est-à-dire à la fois participatif et représentatif, quand on les lit, eh bien, finalement, on voit bien que la représentation, et je pense à Jefferson en particulier, que en fait, ce qui inscrit la démocratie presque dans le projet divin chez Jefferson, ou ce qui fait dire à John Dewey que la démocratie, c'est pas un mode de vie parmi d'autres, c'est le seul possible, c'est que justement, c'est le régime qui met, disons, qui accorde une priorité absolue, disons, enfin, Dewey dirait à l'expérience, c'est-à-dire à l'autogouvernement de chacun, au fait que chacun se conduise sans un maître et qu'il ait, disons, une marge de choix, de liberté, de décision, de responsabilité dans les actes qui concernent les détails de sa propre vie. Donc voilà, ça commence là. Mais et alors évidemment, tout ça va se complexifier énormément, mais en l'occurrence, en ce qui concerne les sculptures-lieux, je dirais que l'espace de la participation et l'espace de la représentation, là, en l'occurrence, peuvent, disons, entrer véritablement en contradiction. En tout cas, puisque là, il risquerait d'y avoir peut-être un petit malentendu, disons que là, il n'a jamais été question. Enfin, ce que je vous ai montré avec Dubuffet, c'est qu'une sculpture, enfin, je me suis occupée vraiment uniquement de l'emplacement, des choix d'exposition, de choix d'implantation des œuvres dans l'espace public, et non disons, du sujet ou de la forme ou de la qualité intrinsèque de ces œuvres. Parce que, comme je l'ai dit, une œuvre, je ne sais pas, ça peut être un Tony Cragg, un Calder ou un Jeff Koons, si vous voulez, peut être statufié ou au contraire, la même sculpture, mais disons, située autrement, connectée à un environnement de manière à ce qu'elle fasse advenir un lieu, évidemment, et tout à fait finalement revêt des fonctionnalités, si on peut dire, et des modes d'activation complètement différents, même s'il s'agit de la même sculpture. Quand vous disiez qu'il y avait prédominance de la représentation sur la participation, j'avais mal compris, c'est au sens politique. Et donc, Oui. et le fait qu'il y a un calque dans la manière dont sont agencées les œuvres dans l'espace public, et que finalement aujourd'hui, même si on est dans un système démocratique, la manière de situer est plutôt autoritaire. Mais effectivement, j'avais pas bien compris que la prédominance de la représentation sur la participation, j'étais restée sur un mode plutôt esthétique. Plutôt que... Oui, mais voilà, c'est pour ça, en écoutant votre question, j'ai compris que c'était un peu ambigu en fait, quand on parlait de sculpture, parce que effectivement, bon, on voit bien que le groupe de 4 arbres enfin, voilà, est très peu. Ouais, enfin bref, voilà. Oui, je comprends. Merci pour cet éclaircissement. On s'est compris. J'aurais peut-être une dernière question qui est sur la présence de John Dewey dans l'ouvrage que vous avez présenté aujourd'hui. Je m'interroge sur les points de continuité et surtout de discontinuité qui existent entre ce que vous avez évoqué aujourd'hui sur cette sculpture-lieu qui prend place, masse, centralité dans la ville, et ce que dit John Dewey sur soit l'expérience artistique, soit sur le politique et le démocratique. Quels seraient, selon vous, les points de discontinuité que vous avez rendus visibles aujourd'hui ou à l'écrit dans l'ouvrage? Je pense que John Dewey, il a beaucoup inspiré des artistes, mais il a été assez peu inspiré par des artistes, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, déjà. Et c'est-à-dire que, bon, il est question un peu de poésie, c'est un peu comme la critique de la faculté de juger, quoi. C'est assez pauvre en références artistiques en ce qui concerne l'art comme expérience. Ceci étant, je crois que c'est vraiment son concept d'expérience artistique qui a été énormément célébré, repris et aussi qui a été considéré comme une légitimation d'une manière de faire de l'art par voilà, un peu ses contemporains. Enfin, un certain nombre, on peut penser à Pollock, par exemple, qui a beaucoup, ou à Capro, voilà, ou alors un certain nombre d'artistes du Black Mountain College, voilà, où John Dewey était le président d'honneur. Donc, non, moi, je pense qu'il y a plutôt une continuité, personnellement, enfin, j'espère,
au sens où chez Dewey, ce qui m'a beaucoup intéressé, en tout cas dans tous ces textes qui concernent l'art, c'est que l'artistique et l'esthétique sont pas séparés. Alors des fois il dit esthétique, des fois il dit artistique, c'est-à-dire qu'en fait il y a, parce qu'il appelle la qualité esthétique d'une expérience, et quelque chose qui vous rend artiste. Alors j'ai étudié Sœur Corita Kent, j'avais fait un article sur cette, qui était une religieuse en fait qui a été l'une des championnes, si on peut dire, du pop art. Aussi, enfin, dont je trouve le travail aussi valable que celui de Andy Warhol, mais bon, comme c'était une bonne sœur, une femme en plus, bon, elle n'a pas été aussi considérée, mais c'était vraiment très très intéressant justement son travail qui est en faveur justement d'une dissociation entre la capacité créatrice en quelque sorte, qui donne lieu à des expériences esthétiques et qui serait logée en chacun, et puis le métier d'artiste, si vous voulez. Donc, elle ne confond pas du tout les deux, mais elle avait créé un collège, ça s'appelait le Collège Immaculé de Marie. Enfin, elle avait développé un département artistique dans ce Collège Immaculé de Marie qui était du côté de Boston. Et justement, elle formait des créateurs. Et en tout cas, c'était une éducation destinée à encourager la créativité de chacun. Mais qui dit créativité ne dit pas art. Voilà. Et donc, on a chez Douai cet aspect-là. C'est-à-dire que comme dit Serra, documenter, créer son expérience pour soi-même, c'est être un créateur. Et je pense qu'il y a effectivement à se créer soi-même. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le domaine des beaux-arts, si vous voulez, ou même dans le domaine de n'importe quel art que ce soit. Et donc, chez Coretta Kent, il y a cette distinction moi, qui me semble utile, où elle dit, voilà, il y a la créativité, il y a l'esprit artistique d'un côté, puis de l'autre, il y a l'art. Mais l'art, qu'est-ce que c'est? C'est la peinture, la sculpture, la manipulation, le tissage, ceci, cela, c'est ça. Donc, c'est des arts, en fait. Qui demande là pour le coup, comme dit Boas, le texte de Franz Boas, ça aussi fait un lien, enfin Boas était un des fondateurs de l'anthropologie culturelle, très proche de John Dewey, et qui le critiquait d'ailleurs un peu, mais qui a écrit l'art primitif en 1910 et qui met au centre de sa perception finalement de l'art Kwakiutl, là en l'occurrence, c'est un anthropologue des Indiens de la côte nord-ouest du Pacifique, la notion de virtuosité. Ça, c'est très beau, la virtuosité. Ça, c'est, voilà, on n'a pas besoin d'être virtuose pour être créatif, d'une certaine façon. Bien sûr, si on veut exceller dans un art ou un autre, il va falloir en passer par la virtuosité. C'est ça qui va faire la distinction entre des œuvres qui restent et des œuvres qui ne restent pas aussi. Mais en tout cas, voilà, cette créativité, moi, elle me semble présente à la fois dans l'expérience artistique et esthétique. Et Dewey, vraiment, ne sépare jamais les deux. C'est-à-dire ce en quoi une expérience est une expérience lui confère une qualité esthétique. Et cette qualité esthétique vient de ce que cette expérience est d'une certaine façon quelque chose à quoi j'ai participé à fond. Voilà. Bien, merci beaucoup. Mille merci pour cette présentation passionnante. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je regrette que ce ne soit pas en chair en os, mais on aurait préféré. Voilà. La prochaine fois. Faute de, c'était passionnant comme ça malgré tout. Donc un très très grand merci. Si certains ou certaines d'entre vous, parmi les participants, souhaitent relayer des questions, n'hésitez pas, on les transmettra. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de passer à la deuxième partie de l'événement, donc les deux projets. Et je vais couper le partage d'écran. Alors, je pense arriver à les partager à partir de mon propre ordinateur. Voilà. Est-ce que tout le monde voit ce que j'ai sous les yeux? Et sinon, voilà, on va faire comme ça. Par contre, je ne peux pas y mettre en plein écran. Là, ça bloque. Et si ça te convient, Célia, je vais faire défiler tes PowerPoint au fur et à mesure. Quelques petites salades. Merci beaucoup déjà pour l'invitation sur ces thématiques des sciences ouvertes à l'université ouverte. Donc je me présente, Célia Creuson-Daniel. Je suis à la fois chercheure associée au COSTEC, qui est le laboratoire de sciences humaines et sociales de l'Université de technologie de Compiègne, où j'ai fait ma thèse. Et je travaille également au sein du cabinet de juristes Innocube, et j'ai été la cofondatrice d'une initiative qui s'appelait à la base Hack Your PhD et qui s'appelle désormais Hack Your Research. Et le but de cette présentation, François-Xavier m'avait à un moment demandé de participer sur le sujet de Open Science Beyond Open Access, et j'avais répondu
oui, moi, ça serait plutôt OpenESR au-delà de l'Open Science, Beyond Open Science. OpenESR, alors, c'est moitié anglais, moitié français, mais c'est l'idée de Open ESR pour enseignement supérieur et recherche. Et là, déjà, j'aimerais revenir sur 2 constats par rapport à la définition que l'on donne actuellement à la science ouverte, qui est à la mode aujourd'hui. On parle beaucoup de sciences ouvertes dans le milieu de l'enseignement supérieur et la recherche. En France, il y a notamment le COSO, le Comité pour la science ouverte, qui aide à la mise en œuvre de cette science ouverte sur les questions des publications scientifiques, ce qu'on appelle l'open access, mais aussi sur une thématique de plus en plus importante actuellement, qui est celle des données, donc de la gestion des données, de leur partage. Et ma thèse qui a porté vraiment sur la définition de la science ouverte et de ses conceptions sous-jacentes questionne aujourd'hui ce que l'on met derrière le terme science ouverte et ce que cela nous apprend sur nos visions même politiques de ce qu'on peut appeler le régime des savoirs, des régimes des savoirs. C'est-à-dire que la science, elle est imbriquée dans des imaginaires, dans un contexte politique, économique, qu'il s'agit aussi de questionner. Ça fait vraiment écho à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut être dans certains régimes, on parlait là d'espace public, on a des habitudes qui ne sont pas questionnées ou modifiées, même si on change de régime, et si même avec, par exemple, les technologies numériques, il y a des changements et des évolutions possibles de rapports, et également en termes de coproduction de savoir. Donc, je pars de deux constats. Déjà, le premier, c'est souvent, on a cette idée encore qu'on ouvre la science comme on ouvrirait une vanne. Et on reste souvent dans cette théorie presque du knowledge gap, où il suffirait d'ouvrir, de mettre à disposition des connaissances pour qu'elles soient appropriées, pour qu'elles soient aussi reprises et qu'elles puissent vraiment avoir un effet, un impact et qu'elles puissent agir aussi dans les sphères de nos sociétés. Donc voilà, et on est souvent encore actuellement dans cette vision où encore, c'est marrant tout à l'heure qu'on ait aussi cette idée de porte, qu'on ouvrirait juste une porte et que ça suffirait pour que finalement une science, une production de connaissances, une coproduction de connaissances se fasse. Et ça, c'est un premier constat. Et le deuxième constat, c'est en descendant un peu, François-Xavier, j'ai repris cette image qui est The Collapse de la tour de Babel. Est-ce qu'une science ouverte, c'est seulement une science ouverte qui est flottante et sans ancrage? Est-ce que la science, finalement, on parle de science, on parle souvent de savoir comme s'ils étaient flottants. Parfois, on est critique par rapport aussi à la science comme une tour d'ivoire, les chercheurs qui seraient en dehors de la société. Au final, la science, elle est dans un régime, dans un système économique compétitif actuellement, qu'on nomme néolibéral, etc., avec des infrastructures données. Et cette science ouverte aussi, elle est aux prises à ce système-là. Et donc, la question, c'est, quand on questionne aussi OpenESR, c'est de questionner non pas seulement la science, mais l'enseignement supérieur et la recherche dans ces modèles économiques, mais aussi dans ses modalités de gouvernance. Et je vais vous donner 2 exemples, même trois expérimentations actuelles que je mène de façon collaborative avec AccuResearch, avec InnoCube ou d'autres acteurs, pour questionner ce que l'on peut mettre derrière la science ouverte et également la question de la réappropriation des savoirs. Le premier, c'est ce qu'on a appelé Remix ta thèse, qu'on a lancé avec le fonds de dotation OpenLaw qui a proposé un prix de thèse, Open Thèse, pour des étudiants en droit. Et nous avons travaillé avec 3 lauréats, les 3 lauréats de ce prix, pour dire c'est bien de mettre sa thèse en libre accès, parce que ces lauréats avaient mis leur thèse en libre accès, mais cela ne suffit pas pour que ces travaux de thèse soient réappropriés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très important pour Accure PhD et qu'on travaille beaucoup depuis longtemps, c'est de dire que pour nous, la définition de l'open science, c'est une évolution des pratiques de recherche qui implique également un changement de posture des chercheurs qui accompagne cette réappropriation des savoirs. Et donc, en descendant un peu, on va voir l'événement qu'on a mis en place et qu'on va mettre en place prochainement, qui s'appelle 2040 des souris et des profs,
qui aura lieu le 7 novembre, où on travaille avec un jeune docteur, donc Ralph Évêque, qui a fait sa thèse sur les transmissions du savoir juridique durant la période impériale romaine. Et nous, on a proposé à plusieurs un atelier de design fiction, de prospective, où deux équipes vont se rencontrer, partager une vision moderne et une vision traditionnelle pour questionner la transmission des savoirs plutôt en 2040. Et donc là, ça va être vraiment sur la base du travail de Ralph, qui sera aussi présent, avoir des éléments où chaque équipe pourra participer et argumenter sur ces éléments-là, et puis rendre vivant, puisqu'il y aura plein aussi de liens et d'échos avec les travaux qu'auront fait Ralph. Donc c'est rendre vivant ce travail de Ralph et se le réapproprier aussi dans d'autres domaines ou avec d'autres personnes. L'autre expérimentation qu'on mène actuellement, elle s'appelle, en descendant un peu, c'est les rencontres OpenESR. Le but, c'est de porter un regard réflexif sur des modèles qui se veulent ouverts et durables. Donc pour cela, le but, c'est un temps de rencontre où on fait venir des personnes, non pas seulement des chercheurs du monde académique, mais aussi des praticiens, pour qu'ils nous partagent des expériences qui sont liées à deux thématiques, qui pour moi sont les deux façons de finalement prendre l'open science, considérer l'open science aujourd'hui. La thématique à la fois de l'open source, c'est-à-dire à la base même au niveau des mondes numériques, de la mise en place d'autres modes de fonctionnement plus collaboratifs, participatifs. Donc ça, c'est un premier bout, on va dire. Et l'autre, c'est la thématique des communs, c'est-à-dire considérer les savoirs comme communs, ou pas seulement les savoirs, d'autres choses. Donc nous, on est plus sur les communs qu'on nomme numériques aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est commun? C'est-à-dire des ressources que l'on va gouverner à plusieurs en mettant des règles du jeu communes. Donc, comment les savoirs peuvent être considérés des communs et comment les modalités de gouvernance et les modèles ouverts qui sont associés pourraient être mises en œuvre dans le sein de l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, pour ça, on a déjà fait plusieurs rencontres, notamment sur sciences ouvertes et communs ou sur diversité des formes de recherche-action, c'est-à-dire aussi dans la démarche de recherche, être avec des publics différents et créer des traductions. Donc, on revient sur cette idée qui a été abordée tout à l'heure sur mettre en relation, qui est très, très important. Et dernier point, et j'aurai fini, je sais que ma présentation était seulement de 10 minutes, donc j'essaye de tenir le temps, c'est l'initiative qu'on a lancée à plusieurs acteurs du libre et des communs, de l'open source et des communs, autour d'un mémorandum qui s'appelait le mémorandum pour du libre et de l'open en conscience, pour non pas faire une tribune en réaction directe à ce qui se passait pendant le confinement, mais plutôt avoir un espace de notes, de réflexion commune pour pouvoir rediscuter ensuite sur ce que l'on était en train de vivre. Et donc, on a pu mettre en évidence un ensemble d'actions, aussi d'actions citoyennes, locales, solidaires pendant le confinement, qui se basaient sur des espaces comme des tiers-lieux, des hackerspaces, mais aussi sur plus des milieux numériques où l'open source a aussi joué un rôle important pour permettre de mettre en relation, en lien, différentes personnes pendant ces moments-là. Donc, je vous invite à lire ce mémorandum. Le lien est indiqué, ou je vous le réindiquerai. Voilà un peu pour ces exemples d'expérimentation, où pour nous, ce qui est important dans la définition de la science ouverte, c'est aussi un changement de posture. On ne pense pas seulement l'accès, on pense aussi l'accessibilité, et qui nécessite de lever des barrières qui soient à la fois économiques, politiques, mais à la fois cognitives sur la façon dont on se représente les savoirs et la façon de les coproduire. Voilà pour ma présentation, et je remercie tous ceux qui ont participé d'InnoCube ou du Fonds Open Law ou de Hacker Research dans toutes ces expérimentations-là. Merci beaucoup, Célia. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de commentaires déjà. Ils sont des commentaires. Non, excuse-moi, non, ce sont des commentaires sur la présentation précédente. Y a-t-il des questions
voilà, du public, n'hésitez pas à activer votre caméra ou taper directement les questions. Moi, j'en aurais une première. Comment est-ce que tu expliques le problème de départ, c'est-à-dire le fait que depuis déjà même bah, un certain nombre d'années, on ne sort pas de cette posture de l'accès et que même quand on voit un certain nombre de débats publics récents, il y a le comité que tu évoquais, il y a un certain nombre de choses qu'on voit autour de la commande de l'UNESCO. Cette posture, elle est assez récurrente. Comment tu expliques que les choses ont autant tendance à en rester là en termes Je de pense que diagnostic? c'est lié au régime dans lequel on est, donc qui pour moi je nomme techno-industriel, c'est-à-dire qu'on a une science et une recherche qui est basée sur un ensemble d'indicateurs, d'éléments d'évaluation aussi, qui amènent une dimension plus ouverte qui ne serait pas seulement liée à une dimension d'infrastructure ou de gestion est difficile à dépasser parce que également tout le travail qui est actuellement fait par le COSO, ce n'est pas du tout pour le dénigrer, mais parce que c'est des problématiques déjà, les priorités qui sont celles de la gestion d'infrastructures, du partage, d'une science qui est de plus en plus numérique et qui fait que c'est les premières qui se posent dans cette idée très gestionnaire qui est à l'heure actuellement. Donc, en poser d'autres, c'est compliqué, sachant qu'en plus, lorsqu'on fait partie du champ de l'enseignement supérieur et la recherche, on est associé à ce système d'indicateurs, d'évaluateurs. En tant que chercheur aussi, on a des publications à faire, donc il y a aussi une certaine compétition. Donc, on est aux prises avec ce système qui fait que si on a envie d'en sortir tout en restant à l'intérieur de ce système, c'est très complexe. C'est vraiment des figures d'équilibristes. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas des critiques en tant que telles, sachant que je sais que la difficulté des priorités, c'est toujours quelle priorité on gère et quand on est dans le quotidien, et je pense que c'est la part aussi pour tout le monde, quand on est dans son milieu de recherche, et ben déjà on veut pouvoir publier ou déjà on veut pouvoir mettre en libre accès. Donc la question du temps nécessaire pour ces projets est important et il faut vraiment les penser dès le départ. Et là, par exemple, pour donner une idée, pour vraiment penser ce lien, ces interfaces propres à créer, ces designs aussi de dispositifs à créer pour créer du lien, créer de la coproduction, ça prend énormément de temps et je pense que c'est en amont, en ayant la possibilité aussi bien financière, technique, de pouvoir créer ces expériences-là qu'on va pouvoir le faire. Mais ça vient souvent après tout le reste, j'ai l'impression. Alors, si je peux me permettre, de mon côté, j'avais aussi une question. Je ne sais pas si vous vouliez réagir d'abord, François. Non, vas-y Léo. Très bien. Merci beaucoup. Moi, bon, je retire ma casquette de chercheur en littérature philosophe et j'enfile ma casquette maintenant d'agent public et notamment dans le développement informatique. Euh, En fait, dans cette présentation de OpenOSR, j'ai l'impression qu'on rejoint énormément de points de la culture du libre, notamment du logiciel libre Et la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir si avec peut-être là la recrudescence qu'il y a du logiciel libre dans l'administration, avec peut-être ces réflexions qu'il y a sur l'ouverture des données, sur les libertés informatiques, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir quelque chose qui s'enclenche, peut-être une dynamique partagée entre à la fois l'administration avec l'ouverture des données, avec à la fois l'enseignement supérieur et la recherche pour la publication, la recherche reproductible. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un espèce de vent nouveau là qui souffle depuis 2-3 ans sur ce monde-là et qui pourrait peut-être nous mener vers les projets nous aider dans les projets que vous avez mentionnés? Tout à fait, et ça, c'est des choses vraiment qu'on est au cœur de ces projets, de ces thématiques au sein d'InnoCube, autour de la place de l'open source, aussi dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais également de l'administration publique, avec des leviers juridiques qui ont été mis en place, avec par exemple la loi pour une république numérique en 2016. Donc en ce moment, il y a toute une réflexion très très importante sur l'ouverture des données, l'ouverture du code.
dans l'administration publique, mais aussi au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on a différents projets actuellement à cette croisée entre open science et open source, et de voir comment l'open source, au final, par ces modes d'organisation, mais les réflexions actuellement aussi au sein des communautés open source sur, sur tout ce qui est maintenance de ces communautés, vivacité, vitalité de ces communautés qui sont très organiques aussi et qui ne peuvent pas rentrer avec des métriques, des indicateurs pour pouvoir mesurer leur efficacité. Donc tout ça, on l'aborde actuellement, et ce qui est important de voir que c'est à la fois des techniques, des pratiques, mais c'est aussi une culture. Et nous, on est plus à la croisée, on va dire, entre culture du logiciel libre et de l'open source. On peut avoir aussi des choses qui ont souvent été caricaturées en mode bazar, c'est-à-dire plus peut-être de liberté individuelle, auto-organisation, mais qui au final, ce regard-là et cette culture-là de l'open source, de logiciel libre, peut s'accompagner aussi de toutes les réflexions d'approche en commun, où là, on pense plus à le collaboratif, l'organisation, les cadres de gouvernance, mais en prenant dès le départ, non pas des acteurs, par exemple, privés, publics d'un côté, mais un écosystème, un ensemble d'acteurs qui fixent les règles du jeu, les règles de gouvernance ensemble. Mais donc, tout à fait, c'est des choses, c'est la base un peu d'OpenESR et de ces rencontres, c'est de regarder ce que ces mouvements dans l'administration publique, dans les communs et pas seulement dans l'enseignement et la recherche peuvent inspirer dans ces milieux-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, vous y avez répondu, merci beaucoup. Et après, c'est vrai que je note, tout comme vous, en fait, que la question financière, la question technique, en fait, elles sont tout aussi prégnantes dans l'OpenESR au final que sur le libre. Donc, c'est pour ça que je rejoins énormément vos problématiques. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. On ne t'entend plus, François-Xavier. Pardon. Ouais. Merci Léo. Y a-t-il d'autres remarques, commentaires ou questions? Un petit commentaire éventuellement. Oui. Je reviens à la question que tu as posée, François, et à la réponse que vous avez apportée en attribuant une forte responsabilité à ce que j'appellerais les cadres de gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, je ne nie pas l'impact et peut-être l'impact négatif des modalités de gestion et d'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais je trouve qu'il y a peut-être une tendance du corps social académique à attribuer à des raisons externes des dérives ou des manques qui lui sont propres et qui sont en partie au moins attribuables à sa propre culture et à ses propres comportements. Moi, j'ai l'impression, et c'est une impression que je retire d'une longue carrière, hein, c'est que dans le fond, c'est assez confortable pour les académiques de tourner un petit peu en vase clos, et parce qu'effectivement, s'ouvrir au corps social, s'ouvrir aux problématiques politiques, sociales, etc., exige un effort assez important, un effort intellectuel, un effort social, un effort en termes de temps, et que le fonctionnement autoréférentiel du monde académique, quelque part, rencontre aussi des aspirations d'une bonne partie de ce monde académique. Alors, je mets peut-être un petit peu les pieds dans le plat là, mais je trouve qu'on a toujours tendance à chercher un petit peu des responsabilités externes. Non, mais je rejoins tout à fait cet aspect, mais qui est peut-être le plus difficile à amener. Je parle toujours de open mindset, c'est-à-dire voilà, cet état d'esprit ouvert aussi, où s'ouvrir à d'autres, ouvrir ses savoirs. Et on a beaucoup de remarques aussi sur, finalement, par exemple, pourquoi là, on a fait une étude sur l'ouverture du code source au sein de l'enseignement supérieur et la recherche. Et toujours, ce qui revient, c'est manque de temps. Donc, comme vous le dites, le cadre gestionnaire, mais également peur que le travail soit pas assez de bonne qualité, ou voilà, peur d'être jugé. Donc, je pense qu'aussi que de s'ouvrir, et c'est aussi avoir le risque de sortir de ces zones de confort, ce que vous avez dit, s'auto-référencier finalement, et d'être dérangé par une remise en question.
Et donc, et ça, c'est aussi ce qu'on a en recherche-action, c'est accepter aussi de ne pas savoir, c'est-à-dire qu'on peut être aussi dans des postures quand on travaille avec d'autres praticiens, qu'il y a d'autres types de savoirs aussi, pas seulement les savoirs académiques, mais des savoirs expérientiels, des savoirs pratiques, des savoirs traditionnels, et accepter aussi ces diversités de savoirs et comment les articuler. Donc, ça pose la question de la posture et un travail qui est à la fois de l'académique et je dirais même émotionnel dans la façon d'apporter des cas ou de sortir de ses zones de confort aussi. Donc voilà ce que je peux amener aussi d'expérience de terrain, je dirais. Merci beaucoup, Célia. Ce que je vais proposer pour bien respecter le temps, c'est on va arrêter là. À nouveau, je propose à tous nos participants et participantes de ne pas hésiter à nous transmettre des questions qu'on relaiera auprès de Célia. Merci beaucoup pour ton intervention d'aujourd'hui et tes retours d'expérience. Voilà, le temps est très très frustrant, notamment sur le projet lié au Covid. Il y a certainement eu nécessité d'une discussion plus large sur des projets de ce type-là. Voilà, on te redit un grand merci. Merci à vous. Et la conversation continuera d'autres façons. Voilà. Alors, je vois, c'est peut-être une question, juste des remerciements. Merci à nouveau à Léo. Et ce que je vais vous proposer, c'est de passer à la dernière présentation, sur laquelle je vais à mon tour partager les PowerPoint. Voilà. Normalement, vous devez voir les PowerPoint apparaître. Voilà. Alors, est-ce que tout est clair? Est-ce que les PowerPoint apparaissent bien? Oui, tout apparaît bien de mon côté. Super, merci beaucoup. Alors, la question de Philippe, de Philippe Lorino, tombe extrêmement bien. Ça sera un point de continuité entre la présentation de Célia et celle-ci, puisque précisément, c'est un des points de départ. Voilà, étant professeur en management, quelque chose qui est à la fois une discipline académique et puis une pratique dans laquelle tout le monde se retrouve, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde manage quelque chose, son budget, sa famille, ses amis, son temps, son poids, son argent, etc. Et une des questions qui guide cette présentation, c'est précisément le rôle du management dans les maux de notre société. Est-on en train de souffrir du management? Est-on en train de souffrir d'un excès de management? Ou est-on pour partie en train de souffrir d'un type de management? Et le parti pris de cette présentation, ce sera plutôt la troisième option. C'est de dire que nos sociétés, pour partie, souffrent peut-être d'un certain type de management. Et l'expérience que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, et sur laquelle je vais essayer d'expliciter deux sous-bassements philosophiques possibles, elle peut parfois rendre sensible cette question d'un type de management qui parfois pourrait être à l'origine de certains maux de nos sociétés et être, sans vouloir jouer sur les mots, un passage, une promenade, un mouvement sensible vers un autre type de management, peut-être plus solidaire. Donc, d'où le titre « Entre dérive et enquête vers un renouvellement de la recherche en management et à travers ça, des pratiques de management ». Alors, si ma PowerPoint va bien défiler. Voilà. Ce que je vais évoquer très succinctement, c'est d'abord une expérimentation que mène le réseau RGCS depuis maintenant 4 ans et demi, avec une trentaine d'expérimentations dans un peu plus de 15 pays, qui sont des expérimentations très simples, qui consistent sur 1 à plusieurs jours à donner un point de rendez-vous à des gens, à un événement, qui aura généralement un thème, peut-être un thème sur les transformations du travail, un thème entrepreneurial, un thème sur l'innovation, un sujet de société. Il y a, disons, un point de départ qui est une thématique assez générale
qui a un lien avec le territoire sur lequel on va marcher. Et la particularité de ces événements, c'est qu'une partie de l'événement est improvisée. Elle est coproduite par les gens qui viennent gratuitement participer à cet événement. L'autre particularité, qui a un lien avec la présentation de Joël Zask, c'est un lien très fort avec une ambition publique, voire, même si je serais prudent sur cette expression, la co-constitution d'un espace public. Il y a beaucoup de publicité dans les ambitions de cet événement. Il y a beaucoup aussi de fragilité à l'intérieur de cet événement. Et puis la troisième particularité, c'est le côté ethnographie collaborative, documentation, c'est de ne pas faire venir des gens de façon passive, mais les inciter à être actifs sur cette expérience, soit parce qu'il y aura des événements intermédiaires qui permettront à chacun au maximum de s'exprimer, soit parce qu'en parallèle à l'événement, beaucoup d'outils numériques, notamment des pads, mais aussi beaucoup d'autres outils, sont là pour associer chacune et chacun à l'écriture de la narration sur ce qu'on vit. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces événements ont donné lieu à des articles, des posts qui ont été écrits par de nombreux participants ou participantes. Donc tout ça crée une expérience joyeuse, assez confuse, où on va retrouver des universitaires en management, mais pas seulement, aussi des sociologues, anthropologues, philosophes, des étudiants, des artistes, des managers, des chômeurs, des exclus, des personnes en situation de handicap. Et voilà, on essaye de créer une expérience de marche qui soit l'occasion d'une conversation qui coproduise quelque chose. Voilà, je n'emploie pas de mots, de vocabulaire liés aux sciences ouvertes. En tout cas, pour l'instant, je n'ouvrirai pas complètement cette parenthèse, mais on devine qu'évidemment, le fond philosophique est très présent. À l'image de ce que disait Célia, notre question, ce n'est pas celle du robinet, ce n'est pas celle de partager des données, c'est plus au niveau des pratiques elles-mêmes, d'essayer d'être ouvert en ayant bien conscience qu'on n'est pas les premiers, évidemment, à être sur ce type d'expérimentation, mais peut-être en revanche qu'il est rare de le faire à une telle échelle, avec autant d'acteurs et avec un certain nombre de protocoles d'ethnographie collaborative. Donc ici, vous avez des photos qui sont des instantanés de ces marches. Vous voyez qu'on y voit beaucoup du outdoor, c'est très extérieur. Il y a beaucoup de rencontres, il y a de l'histoire, il y a de l'art, ce n'est pas simplement des lieux d'entrepreneuriat qu'on alterne. Et vous voyez que ça peut être tantôt des groupes de petite taille. Je crois que le plus petit TOEIC qu'on ait fait, c'était à Boston, et on était 3. Et les plus gros qu'on ait réalisés étaient à 70-80 personnes, ce qui, à un certain nombre de participants, pose aussi un certain nombre de problèmes. Alors pour aller vers ce fond philosophique sur lesquels on essaye d'être le plus possible explicite, qu'on essaye de rendre le plus visible, sur lesquels on s'efforce d'être plus réflexif, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui on en est là. Avec deux ambitions philosophiques qu'évidemment je vais essayer de projeter sur ces questions managériales et ce renouvellement managérial. On a d'un côté une ambition qu'on peut associer à la dérive, la théorie de la dérive de Guy Debord, cette idée de se promener dans un espace urbain, de traverser des quartiers, des atmosphères, d'essayer par la conversation pendant et après de les rendre visibles, de les rendre sensibles. Debord parlait de psychodynamique, de réaliser le côté spectaculaire de l'expérience publique qu'on est en train de vivre. Et j'ai envie de lier ce bloc fortement entremêlé, second que je vais évoquer, à une thématique plutôt phénoménologique de l'ennui. Voilà, l'ennui a une place importante chez beaucoup de philosophes, en particulier chez Heidegger, qui a écrit des choses passionnantes dans un cours sur la métaphysique qui vient avant le livre The Being on Time. Et voilà, ce qu'on éprouve beaucoup dans ce cadre-là, un des moteurs, une des contre-forces qu'on essaye de dépasser, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'ennui, c'est ce qui met en mouvement la dérive, c'est ce qui au bout d'un moment l'arrête, parce qu'on lui reprend le dessus, on a envie de repasser à autre chose.
Et de l'autre côté, donc ça, je pense que c'est fortement présent dans ces expériences, et en particulier la partie bricolée, improvisée, et toutes les logiques très corporelles, incarnées, de progression dans la ville et d'exploration critique du spectaculaire et de la publicité, dans tous les sens du terme. On pourrait articuler ça avec une logique qui est un peu plus celle de l'enquête, qu'on va retrouver dans le fil de la conversation, est-ce qui le tire, ce qu'on va retrouver dans les écrits, est-ce qui va les tirer, les inquiétudes qui vont venir. Je précise une chose, c'est qu'il est évidemment fréquent avec notre façon de diffuser l'information, de s'inscrire avec l'Yvonne Braille, qu'on ait des locaux. Voilà, on a fait beaucoup d'événements dans Paris, à l'est de Paris, dans beaucoup de villes étrangères. Je pense à un événement qu'on avait fait à Lisbonne. Voilà, et ce qui est frappant, c'est la présence des locaux qui souvent, dans le fil de la conversation, vont projeter la marche, vont guider la marche, vont guider la conversation sur un fil d'inquiétude qui est extrêmement local, et il va se passer quelque chose. Parce que s'ils parlaient juste entre eux, ça ne donnerait pas la même chose que si cette même conversation n'était pas entremêlée avec la présence d'académiques qui viennent de loin, de professionnels qui viennent de loin, d'artistes qui parfois viennent de loin. Et ce qu'on constate également, qui est un peu moins présent à ma connaissance dans les écrits de Guy Debord, c'est que le fil de l'enquête est co-constitutif de la communauté de marcheurs, et la répétition des marches est co-constitutif, finalement, de la communauté d'enquête du réseau RGCS. C'est dans la répétition et la différence de ces événements marchés qu'un événement extrêmement sensible se passe. Et ce qui est frappant aussi, dans tout ce qui est produit, c'est évidemment le conséquentialisme. Voilà, cette expérience, elle est coproductrice de quelque chose qu'elle rend sensible, qu'elle rend visible dans le fil de cette enquête incarnée, marchée, dérivée. Il y a une transaction qui se crée entre tous ces individus, ces objets, ces instruments qui sont enveloppés, coproduits, pliés par la marche finalement. Donc, je passe assez vite pour bien respecter le temps sur ce graphique qui décrit quelque chose qui est de l'ordre d'une progression au fil de l'enquête. Et je vais directement sur ce qui est le cœur du propos, le cœur de la conclusion de mon propos pour aujourd'hui, qui est cette réflexion sur les sciences de gestion, une certaine conception des sciences de gestion que peut rendre sensible, visible, cette marche co-présente avec cette discipline, co-présente avec des acteurs, très souvent, qui représentent cette discipline et bien évidemment ses pratiques. La première chose, c'est une problématisation de la recherche radicalement ouverte dans l'espace et dans le temps. C'est vrai que ce que j'ai souvent remarqué quand on rentre sur un terrain, en étant très honnête, sincère dans notre souci de coller aux vraies inquiétudes locales, c'est qu'on est contraint par le point d'entrée. Le fait de rentrer par une direction générale, le fait de rentrer par un contrat. On ne rentre pas, surtout aujourd'hui avec les risques de sécurité, de Covid, plus que jamais, l'organisation restant souvent une intériorité, on n'y rentre pas comme ça. On rentre par quelque part. Et bien évidemment, voilà, dans ces lieux qui ont une volumétrie, qui ne sont pas complètement à plat, le point d'entrée est extrêmement structurant. Alors, je ne dis pas que se fixer un rendez-vous à côté de la porte de la chapelle pour démarrer une marche dans Paris, ce n'est pas aussi un point d'entrée. Je dis en revanche que l'espace ouvert qui va suivre peut permettre peut-être davantage d'attraper en vol des fils, peut-être davantage de les suivre, et que le caractère ouvert lié à l'espace public de ces marches, espace public ou publicité qu'on trouve assez peu dans la recherche en gestion, et je pense que c'est notamment une des contributions du pragmatisme et de son entrée dans les sciences de gestion, que d'introduire cette publicité, peut-être avec d'autres courants également. Voilà. Donc cette expérience incarnée, elle permet de vivre ça et de sortir d'une certaine cybernétique du management, d'être un peu plus dans un abandon. Sinon, on ne vient pas à un événement comme ça et on préférera une learning expedition organisée pour je ne sais pas combien d'euros par un cabinet de conseil ou aller faire du tourisme guidé en
en payant très cher un voyage, des hôtels et des séquences extrêmement préprogrammées. Alors, on aime plutôt ça. Proposition 2, là aussi, je trouve qu'on trouve des thèmes pas tant présents que cela au sein des sciences de gestion et des pratiques de gestion. La pratique que je viens de décrire avec ces marches collectives apprenantes, elle ouvre à la rencontre, à la fragilité, à la sérendipité, à l'éphémère, tout peut se passer. Voilà, un point qui me déçoit beaucoup avec ces séminaires ouverts depuis le mois de mars, qui par plein d'aspects sont passionnants, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver ce côté rencontre. On voit qu'en passant par les réseaux sociaux, pour nos inscriptions, complètement par du en ligne, on est très homophilique. Bien sûr, il y a quelques surprises. On a eu sur un de nos événements des bots russes, des hackers russes, sur d'autres événements, un consultant qui est venu vendre son avatar, qui l'a fait apparaître. Bon, d'accord. Mais j'aurais tellement d'autres anecdotes à vous raconter, beaucoup plus passionnantes, sur ces marches qu'on a vécues en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, en Amérique du Nord, en Afrique. Tellement d'autres choses sur des rencontres avec un grand R, que ces surprises, parfois pas très bonnes, qui n'en sont pas vraiment. Proposition 3, l'ethnographie collaborative comme une inframéthode. C'est vrai qu'autour de ce genre de dispositif et de toutes les méthodes qu'on pourrait imaginer dedans, il y a quelque chose qui me semble fortement relever d'une logique de science ouverte et d'une forme de dérive et de pragmatisme, c'est l'ethnographie collaborative. Il y a quelque chose d'éminemment ouvert que peut-être, à ma connaissance, on retrouve moins sur certains protocoles de méthode active et certaines formes de recherche ingénierique, de recherche-action et de recherche-intervention, peut-être. Proposition 4, une vision de l'activité collective et du gestio. Voilà, la gestion, c'est très vieux, certains l'ont expliqué. On n'est pas sur du latin médiéval, on est vraiment sur du très très vieux latin. On trouve le gestio gestionis, la racine latine du mot gestion dans le traité d'Auguste notamment. Et dans l'Antiquité romaine, la gestion, c'était un ensemble d'activités, de régulation liées à l'activité collective, régulations qui se font en étant comptable devant la cité. Il y a une idée d'une publicité immédiate de l'activité collective qui est très intéressante. Donc là, la vision de l'activité collective et de la gestion qui peut ressortir de ce genre d'événement emprunte assez immédiatement à une expérience sensible de la constitution du public, de l'espace public. C'est aussi une chose qu'on trouve intéressante. Proposition 5, une expérience sensible du mouvement entre un espace commun et un espace public. Je suis très frappé, il y a une expérience personnelle très forte aussi derrière ces événements, par le fait que finalement, la rue, les squares, l'espace public en général, on pense le connaître, mais on ne le connaît pas. Précisément parce qu'on le traverse, précisément parce qu'on a une mobilité. Quand on passe 40 minutes dans certains espaces publics de Brooklyn en étant vraiment immobile, eh ben, il arrive quelque chose. Pas toujours très heureux, mais quand on est vraiment dans l'espace public, quand on essaye un petit peu de l'habiter, il se passe souvent quelque chose. Qui permet, voilà, je vais prendre cet exemple parce que je le trouve souvent bouleversant. Je trouve cet exemple totalement bouleversant. Il y a dans Paris à peu près 40% des sans-abri qui sont des femmes. Et comme votre expérience le montre certainement, expérience qui consiste à traverser, être mobile dans l'espace public, ben vous les voyez assez peu. Il faut commencer à habiter l'espace public pour comprendre, petit 1, qu'il n'y a rien de plus horrible que d'être une femme sans-abri, jeune, dans cet espace public, et pour commencer à percevoir toutes les stratégies incroyables d'invisibilisation. Parce que sinon, c'est trop dur. Mais pour ça, il faut être dans cette expérience de l'espace public, qu'on comprend alors comme différent d'un espace commun. On sent aussi toutes ces tensions que j'aime bien illustrer avec l'exemple des traboules à Lyon, sur le glissement même juridique d'un espace commun à un espace public. Un espace public, c'est beaucoup de domination, c'est beaucoup de violence, et pas simplement de l'État. Proposition 6, une exploration collective des inquiétudes locales et une cohabitation sereine avec le poids de nos ennuis, notamment dans la lenteur. On essaye d'articuler l'expérience avec l'événement dans ces marches collectives apprenantes. Voilà, c'est un exercice d'équilibrisme, d'essayer de filer, visibiliser,
co-constituer ces inquiétudes locales, problématisées, et en même temps d'être dans cette question essentielle de l'ennui, d'être entre une certaine forme de pragmatisme et une certaine forme de phénoménologie, qui dans certains travaux ont des intersections très fortes. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup ressenti dans ces expériences. Et puis pour terminer, j'arrête là, proposition 7, un management physiquement nécessairement solidaire. Pour moi, c'est une idée essentielle que j'ai envie d'illustrer très simplement. Quand on fait ces marches collectives apprenantes, il y a de l'improvisation, mais l'idée, c'est petit 1 de rester ensemble, petit 2 au bout d'un moment d'arriver quelque part. Et si vraiment on essaye de tenir ça, on réalise qu'il y a une chose à absolument respecter, c'est quel est son rythme, le rythme de la marche, non pas sur celle ou celui qui marche le plus vite, mais celle ou celui qui marche le moins vite, qui est le plus faible, qui est en situation de fragilité. Et donc nécessairement, si on essaye que la marche soit pas trop un ensemble de bulles étirées, voire des bulles qui éclatent, parce que certains se lassent, tombent dans l'ennui, et sans violence, discrètement ralentissent et prennent la première bouche de métro qui vient, c'est relativement invisible. Si on veut rester une bulle relativement solidaire, eh ben, il faut rentrer sur des choses assez incarnées. Il faut rentrer, pour le collectif qui s'autorégule, cet auto-gouvernement dont parlait Joël Zask, qui est là extrêmement incarné. Il faut être évidemment solidaire. Et ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans cette expérience et sur lequel je conclurai. Voilà, il y a beaucoup de choses spéculatives dans ce que j'ai évoqué aujourd'hui. Il y a beaucoup d'esquisses. Voilà, tout ça est en cours. Tout ça est lié à une très grosse expérimentation collective sur laquelle j'ai pris individuellement la parole aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes derrière cette expérimentation. Et voilà, on serait très curieux de vos retours, de vos commentaires, de vos participations. Voilà, suspension, on l'espère temporaire, de ces événements depuis le mois de mars. Mais on est très curieux de vos retours sur ces questions-là. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Et ce que je vous propose, voilà, si vous avez des réactions, des commentaires, des questions, ben, n'hésitez pas à prendre la parole. J'aperçois Aurore qui est dans la boucle des échanges, Alban Anouk qui a participé à une partie de ces marches, Nicolas Auboin sur une qu'on avait organisée sur le street art, l'expérience de l'art à l'est de Paris, notamment dans le 13e arrondissement. Donc voilà, ils pourront aussi répondre à des questions, remarques, si vous en avez. J'aperçois Nour aussi, qui était à Lisbonne sur un autre événement où il y a beaucoup de personnes qui ont fait ces événements. J'aurais peut-être une petite question, François-Xavier. Oui, c'est bien, je t'en prie. Merci beaucoup. J'avais pu déjà avoir un aperçu, je crois, il y a un peu plus d'1 an de ces expériences-là, de ces marches. La question que je me pose par rapport aux enjeux aussi, je pense, et après je ne suis pas du tout en sciences de gestion, mais de ce qui est on va dire des passages à l'échelle, c'est-à-dire comment, quand on a des groupes comme cela, tu mentionnes la nécessité de solidarité, l'importance du temps, etc. Mais comment dans des conditions qui ne sont pas les conditions, on va dire, rêvées, où on sait que rapidement, il peut avoir la solidarité va être mise à mal. Comment faire pour à la fois ce passage à l'échelle, c'est-à-dire si on veut impliquer plus de monde dans ces expériences-là et dans des situations qui peuvent être plus problématiques ou plus stressantes, faire que ça tient toujours. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui. Alors, c'est vrai que si je prends un exemple qui est une des plus grosses qui a été réalisée, c'était en septembre 2017 à Barcelone, et tout particulièrement porté par Montserrat Pareja. Il y avait à peu près 70 personnes. Et c'est vrai que là, le groupe se fracture, s'étire,
il y a des petites bulles partout qui se forment et qui ont tendance à éclater. Et dans l'autogouvernance du groupe, qui a plutôt très bien tenu jusqu'à la fin, ce qui a été important, c'est des temps de rassemblement. C'est des temps où ça stoppe, les plus lointains, les plus étirés arrivent à venir, et dans l'espace public, chacun peut se voir, peut voir son visage, chacun sent qu'il a un certain droit à la parole. C'est ces temps de rassemblement qui sont importants. Et je n'ai pas précisé une chose qui était aussi visible dès Barcelone, c'est le fil de l'enquête électronique qui s'étire à côté en même temps, sur WhatsApp, sur Twitter, sur des groupes Facebook, sur le document, le pad qui est co-créé, et qui lui aussi est un étrange point de rassemblement, qui a un rôle très important parce qu'il est le lieu à travers lequel le regard du tiers et le regard extérieur est sensible. Et on sent qu'on est regardé. Et là, j'emploie pas ce terme dans le sens capitaliste de la surveillance, on sent plutôt au sens où on sent que la marche qu'on est en train de réaliser, elle est une conversation, elle file des inquiétudes qui sont locales, mais avec une visibilité pour des gens qui sont très loin dans l'espace et dans le temps. Et de sentir ça, et en tant qu'animateur, peut-être de le rendre aussi le plus sensible possible, c'est fortement rassemblant, ça désétire très fortement la marche, et c'est un rôle important. Mais je le répète, je n'emploie pas ce terme au sens d'une violence, même si ça peut avoir existé. Nous, ce qu'on essaye plutôt de faire, c'est que voilà, ça amène le groupe à sentir qu'il ne témoigne pas que pour lui-même, qu'il ne file pas cette dérive et ces inquiétudes que pour lui-même, mais que dans le présent, dans le futur et dans le passé, il étire aussi un fil qui a une visibilité. Et ça, c'est très rassemblant. C'est très fédérateur aussi. Voilà ce que je peux te dire, surtout en pensant à cette expérience de Barcelone où effectivement, c'était difficile. Le groupe était de taille importante. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres... merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions. On n'est pas très loin, même au-delà du temps qui était prévu. C'est ma faute. Si vous le souhaitez, on va peut-être tout simplement arrêter là. D'abord en vous remerciant pour votre participation à cet événement d'aujourd'hui et à tous ces événements en ligne. Vous pourrez consulter la vidéo montée de cet événement en 48 heures à 72 heures. Elle sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de RGCS, que vous connaissez probablement déjà. Elle sera rappelée dans le mail qui va vous être bientôt envoyé. Et les prochains événements sont déjà annoncés sur le site de RGCS. On aura un très bel événement au mois de novembre qui consistera à réfléchir sur la façon d'incarner les enjeux écologiques dans les contextes urbains. Voilà, le paysage urbain lisse les durées écologiques, efface certaines problématiques écologiques. Comment est-ce qu'on peut créer des expériences sensibles qui, pour des adultes, et on pensera beaucoup à des enfants, en associant cet événement à des artistes. On va mêler cette fois-ci du digital et du présentiel, on va y revenir tout doucement, avec des postures d'anarchie de la connaissance, de pragmatisme, de phénoménologie, post-marxiste, etc. Il y aura toujours un fond philosophique derrière tout ça. On essaiera cette fois-ci sur un mode très action, très coproduction, voilà, sur un temps un peu plus long, de 2 heures, avec une partie en physique et une partie en digital, une collaboration avec des artistes, de travailler directement sur des médiations, voilà, sur ces questions embodying ecological stakes. Et on essaiera de travailler sur des versions linguistiques de cet événement. Et j'en profite aussi pour évoquer également l'événement du mois de décembre, qui lui sera sur les coopératives. On aura plusieurs chercheurs sur le thème des coopératives et des acteurs, notamment Stéphane Veillard, qui viendront témoigner
Il y aura une partie historique à laquelle on tient. On reviendra sur l'histoire assez longue du mouvement coopérativiste. On présentera quelques concepts pour comprendre les spécificités du mouvement coopérativiste. Et puis, on aura sur un troisième temps, toujours donc en décembre, des retours d'expérience d'acteurs qui font ça depuis très longtemps. Stéphane est quelqu'un qui fait ça, je crois, depuis plus de 18 ans. Donc voilà, on aura beaucoup de retours d'expérience sur ça. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Merci pour votre fidélité, votre présence à ces événements. Désolé pour les différents problèmes techniques qu'on a eus sur la séance d'aujourd'hui. Voilà, on va essayer d'améliorer tout ça pour les prochaines fois. À très bientôt. Merci à vous.